Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Ce ne sont pas de simples manifestations. Une insurrection minutieusement préparée avec le soutien des puissances étrangères. C'est l'accusation portée par le président de la transition au Tchad après les manifestations violemment réprimées jeudi dernier et qui ont fait des dizaines de morts. Attaqués jusque dans leur propre base. Le terrorisme gagne du terrain en Afrique et Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, accuse l'inertie et les incohérences d'institutions comme le Conseil de sécurité de l'ONU. C'était à l'ouverture de la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. La chasse aux électeurs s'intensifie ici aux États-Unis et les opérations de charme se multiplient, notamment vis-à-vis des votes latino-américains au Texas, où les républicains ont déjà remporté un siège au Congrès. Voilà pour les titres et on commence donc par le Tchad où le général Mahamat Idriss Déby Itno soutient que les manifestations violemment réprimées jeudi ont été une insurrection minutieusement préparée avec le soutien des puissances étrangères qu'il n'a pas nommées pour créer le chaos dans le pays. Après ces violences qui ont fait au moins une cinquantaine de morts et des dizaines de blessés en N'Djamena et dans 4 villes du Sud, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États d'Afrique centrale, CEAC, sont réunis à Kinshasa pour un sommet extraordinaire destiné à évoquer la situation au Tchad. C'est un récit de Nanit Talani. Dans un discours télévisé lundi, le général Mahamat Idriss Déby Itno accuse les manifestants d'avoir froidement tué des civils et assassiné des membres des forces de l'ordre dans leur caserne, avec la volonté manifeste de déclencher une guerre civile. Ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Ils ont pris pour cible des communautés, ont intimidé des personnes jugées hostiles ou neutres à leur projet. Ils ont brûlé des véhicules et détruit des biens privés. Ils ont fait des chantages, exercé des violences sur des individus innocents. Le dirigeant tchadien accuse l'opposition et des groupes rebelles d'être les organisateurs de cette présumée insurrection et d'avoir recruté et utilisé des groupes terroristes paramilitaires pour opérer ce qu'il appelle des assassinats gratuits de masse. Ils ont, selon lui, sollicité le soutien des puissances étrangères qu'il n'a pas nommées dans le but d'accéder au pouvoir. Parce que je suis responsable du Tchad, de l'unité de son peuple, de la sécurité de toutes ses populations, garant de notre souveraineté nationale, je n'accepterai pas que la nation soit divisée, le pays fragmenté et notre unité hypothéquée. J'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour empêcher ces projets néfastes pour notre pays. Le général 5 étoiles de 38 ans a décrété un deuil national de 7 jours et promis que la justice allait déterminer les responsabilités dans ces tueries. En RDC, les chefs d'État ou leurs représentants des 11 pays de la Communauté des États d'Afrique centrale sont réunis à Kinshasa pour un sommet extraordinaire consacré au processus de transition politique au Tchad. Le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, est lui-même présent à cette rencontre organisée à l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président en exercice de la CEAC. Et en Guinée, on parle également de manifestants. Plusieurs hommes politiques ont été interrogés et retenus toute la journée de lundi par les gendarmes. Ils sont poursuivis pour avoir soutenu la manifestation initiée par le Front national de défense de la Constitution le jeudi 20 octobre.
L'opposition dénonce une nouvelle tentative de la junte au pouvoir pour museler donc la dissidence. C'est un reportage de Yacouba Ouidraogo. Échange tendu entre des hommes politiques et les forces de l'ordre devant le siège de la direction centrale des investigations judiciaires à Conakry. Ils sont 8 opposants, dont Selou Baldé et Fodé Oussou Fofana, à être poursuivis pour leur participation ou soutien aux manifestations anti-junte de jeudi dernier. Répondant à leur convocation, ils ne viennent pas seuls, mais accompagnés par certains de leurs militants. Nos clients qui bénéficient de la présomption d'innocence ont déjà dit leur part de vérité par rapport aux accusations portées contre eux et qui ont même été portées sur les lettres de convocation. Il s'agit d'un attroupement interdit, de provocation à des manifestations interdites et plusieurs de coups et blessures. La justice a ordonné des poursuites contre les organisateurs des manifestations, ceux qui y ont participé et les leaders de l'opposition qui ont soutenu l'appel à manifester lancé par le Front national de défense de la Constitution. Les leaders politiques entendus ont été relâchés dans la soirée. Ils ont tous été entendus et la procédure est loin de terminer. Dieu merci, nous rentrons ce soir avec nos clients et tous nos clients. Et la procédure suit son cours. Le jeudi, nous allons revenir encore pour la suite de la procédure. La junte qui a pris le pouvoir en septembre 2021 a interdit toute manifestation et prononcé la dissolution du FNDC. L'opposition accuse la junte de confisquer le pouvoir et de faire taire toute voix discordante à coup d'arrestation de personnalités politiques ou de la société civile et d'enquêtes judiciaires. Le FNDC appelle à manifester de nouveau le 26 octobre. Pendant ce temps, le président de l'Union africaine dénonce ce qu'il appelle les incohérences d'institutions comme le Conseil de sécurité de l'ONU dans la gestion des crises sécuritaires en Afrique. Le Sénégalais Macky Sall, en ouvrant la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, appelle à une grande attention sur les préoccupations des Africains quant à la gouvernance mondiale. Le point avec Abdourahmane Dia. Réunis dans la capitale sénégalaise pour 2 jours, officiels et experts sur les questions de sécurité avaient sur la table un sujet d'actualité. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Pour le président sénégalais, qui dirige aussi l'Union africaine, le système de maintien de la paix a montré ses limites. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Il s'agit donc d'un appel renouvelé pour des mandats plus robustes des casques bleus. Mais pour cela, le Conseil de sécurité doit changer, dit-il, en faisant remarquer que le terrorisme qui frappe l'Afrique constitue une menace globale. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour les humanitaires qui participent à cette rencontre, il est important de garantir l'accès des populations à l'aide dans les zones de conflit. Les États ont besoin de mettre sur pied des mesures juridiques, légales pour combattre et sanctionner tout ce qui est la violence et la violence terroriste. C'est des mesures tout à fait légitimes pour lutter contre le terrorisme, mais il faut aussi souligner l'importance de ne pas sanctionner et décourager l'aide humanitaire dans les zones qui sont sous contrôle ou sous influence des groupes qui sont désignés comme terroristes par les États. Il s'agissait aussi pour le Forum de Dakar de se pencher sur les causes de l'instabilité chronique qui frappe le continent. Entre crise économique, politique et institutionnelle, tous ces mots ont été revus par les participants. Je suis Alison Lekogo Fernandez à Dakar pour VOA Afrique.
De paix, il en a également question en Afrique du Sud où des pourparlers visant à mettre fin à près de 2 ans de guerre sont en cours à Pretoria, en Afrique du Sud donc, entre les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien. Il est question, selon le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, de trouver une solution pacifique et durable au conflit dans la région du Tigré. Le TPLF affirme que ces discussions, placées sous l'égide de l'Union africaine, seront axées sur la cessation immédiate des hostilités, l'accès humanitaire sans entrave et le retrait des forces érythréennes. La partie éthiopienne, elle, voit en ces pourparlers une opportunité de résoudre pacifiquement le conflit et d'améliorer la situation sur le terrain. La police a tiré ce mardi des gaz lacrymogènes sur des milliers de personnes descendues dans les rues de Khartoum à l'occasion du premier anniversaire du putsch. Les manifestants réclament aussi un gouvernement civil dans la capitale soudanaise et ses banlieues. Le déploiement militaire a été massif. Les militaires à la caserne scandaient les manifestants qui ont érigé des barricades. Les forces de sécurité ont bloqué ponts et avenues pour empêcher un déferlement des protestataires vers le palais présidentiel où siège le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État du 25 octobre 2021. Changement de locataire ce mardi au 10 Downing Street en Grande-Bretagne. Liz Truss, la plus éphémère première ministre que le Royaume-Uni ait connue, a officiellement quitté son poste après 44 jours au pouvoir. Son successeur, Rishi Sunak, est devenu le 3e chef du gouvernement en 2 mois. Il a immédiatement annoncé les priorités de son équipe. Les précisions avec Gabi Dorsil. Comme le veut la tradition, c'est au palais de Buckingham que s'est jouée la passation symbolique du pouvoir. Liz Truss, contrainte de partir après la tempête provoquée par son plan massif de baisse d'impôts, s'y est ensuite rendue pour remettre sa démission au roi Charles III. Un peu plus tard, le souverain, âgé de 73 ans, a confié la tâche de former un nouveau gouvernement à Rishi Sunak. Je viens de revenir de Buckingham Palace où j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement en son nom. C'est pour cela que je me tiens ici en tant que votre nouveau Premier ministre. En ce moment, notre pays fait face à une crise économique profonde. Âgé de 42 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni prend la tête d'un parti conservateur extrêmement divisé dans une période d'instabilité sans précédent. Rishi Sunak est le 5e Premier ministre britannique depuis 2016 et le 3e en 2 mois. Il prend les rênes d'un pays confronté à une inflation qui dépasse les 10%. Les prix de l'énergie, comme ceux de l'alimentation, s'envolent. Le risque d'une récession plane. Mais Sunak a expliqué qu'il n'était pas intimidé par l'ampleur de la tâche. Je tiendrai ses promesses. Un système de santé plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières, la protection de notre environnement, le soutien de nos propres forces, la construction d'une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois. Le nouveau Premier ministre a réitéré le soutien britannique envers l'Ukraine dans la guerre qui oppose ce pays à la Russie. Il s'est également dit conscient du travail à effectuer pour rétablir la confiance, dans une allusion au scandale sous Boris Johnson. Pendant la précédente campagne, l'été dernier, au cours de laquelle il avait été battu par Liz Truss, il avait insisté sur la nécessité de lutter contre l'inflation, qualifiant les promesses de baisse d'impôts de son adversaire de contes de fées. Sur l'immigration, il avait dit soutenir le projet controversé et pour l'heure bloqué d'envoyer au Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Et ici, aux États-Unis, la bataille pour les élections de mi-mandat de novembre fait déjà rage.
Le Parti républicain multiplie les opérations de charme vis-à-vis des électeurs latino-américains. Suivant ce reportage de Christian Von Pressing-Barry, correspondant de la VOA au Texas, où les républicains ont remporté cette année un siège au Congrès longtemps détenu par le Parti démocrate. Mohamed Oumfa nous en fait le récit. Dans les petites villes de la vallée du Rio Grande au Texas, les politiciens font campagne pour obtenir des votes parmi un électorat majoritairement hispanique, traditionnellement acquis au Parti démocrate. Lors de ce meeting républicain à McAllen, la candidate au Congrès, Monica de la Cruz, dit se battre pour les libertés et les droits de la famille. Nous nous battrons pour le comté d'Hidalgo, nous nous battrons pour l'État du Texas et nous nous battrons pour reprendre notre pays. Alma Pérez, présidente des jeunes républicains du comté d'Hidalgo, affirme que son parti progresse dans les communautés hispaniques. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement déçus par ce qui se passe et ils veulent du changement, tout comme moi. C'est le sentiment d'Adrian Cantu, un électeur qui accuse les démocrates d'échouer sur le plan économique. Moi, à 19 ans, ma génération, on est trompé par les médias et les discours mensongers des démocrates. Il y a d'abord toute cette inflation. Je connais beaucoup de gens de mon âge qui n'ont pas des emplois bien rémunérés. Le professeur de sciences politiques, Richard Longoria, pense que les républicains gagnent des voix hispaniques. Je pense qu'il y a toujours eu un élément conservateur dans la communauté hispanique. Mais je pense que ces dernières années, le Parti républicain s'est vraiment investi pour essayer d'amener les gens à voter pour eux. Les votes hispaniques ont aidé à élire la représentante républicaine Mayra Flores un peu plus tôt cette année. Mayra est la première femme, membre du Congrès, née au Mexique dans l'histoire américaine. Alors que je tenais sa Bible lors de sa prestation de serment, je lui ai demandé si elle savait à quel point elle était un modèle pour les jeunes latinos qui ont immigré aux États-Unis et qui voient que tout est possible. Pour le président du Parti démocrate du comté de Cameron, Jared Okema, la victoire de Flores était davantage due au financement de sa campagne par des sources extérieures. Elle a dépensé plus d'$1 million en un mois pour obtenir ce résultat. C'est beaucoup d'argent en peu de temps. Parce que Flores a remporté une élection anticipée pour achever le mandat de son prédécesseur, elle se représentera en novembre. Okema est convaincu que les démocrates peuvent reconquérir le siège, en partie parce que la première victoire de Flores était étriquée. Nous avons parfois du mal à amener les gens à voter. C'est pourquoi nous nous efforçons de faciliter le vote. C'est pourquoi nous nous concentrons tellement sur le fait de parler aux électeurs, de leur fournir des informations et de nous assurer qu'ils sont au courant qu'il y a une élection et sortent pour voter. Alors que les élections du 8 novembre pour le contrôle du Congrès s'annoncent serrées, les partis politiques obtenant des voix en dehors de leur bastion traditionnel pourraient faire la différence. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, comment faire de la question sécuritaire en Afrique une priorité mondiale? En ouvrant le 8e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le président sénégalais Macky Sall a déclaré que le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine, mais une menace globale, dénonçant ce qu'il appelle l'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Comment placer la lutte contre le terrorisme en Afrique au centre de l'agenda international dans un contexte de débat sur la souveraineté des États? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Des enquêtes menées en Afrique du Sud révèlent que les diplômés et les personnes à haut revenu qui font face à une économie fragile sont de plus en plus nombreux à faire leurs valises et à déménager à l'étranger.
La fuite des cerveaux et des capitaux frappe les caisses fiscales du pays, ce qui, selon les analystes, risque de faire échouer les plans du gouvernement qui visent à distribuer davantage de richesses aux personnes économiquement marginalisées. Voyons cela dans ce reportage de Linda Guivetache depuis Johannesburg. Le récit est de Thierry Kaoré. Il est temps de partir. C'est ce que disent de nombreux Sud-Africains compétents alors que le pays est confronté à une multitude de défis, taux de chômage élevé, hausse de la criminalité et délabrement des services publics. Alors qu'une offre d'emploi l'attendait en Nouvelle-Zélande, ce jeune homme de 28 ans a déclaré qu'il était évident pour lui et sa femme de faire leurs valises. En principe, si vous faites partie de la classe moyenne, vous avez assez d'argent pour vivre dans votre maison, vous déplacer en voiture pour aller travailler, rentrer chez vous en voiture ou si vous devez vous rendre au centre commercial en voiture. Donc, vous vivez dans cette bulle. Vous ne quittez pas vraiment votre voiture. Vous avez peur de marcher dans la rue. Pourquoi? Je pourrais me faire voler, kidnapper, ma femme pourrait avoir des ennuis. Les économistes de la First National Bank ont déclaré qu'une maison sur 5 vendue dans le pays avant la pandémie de Covid-19 était liée à l'émigration. Si la pandémie a mis un terme à ce mouvement, les ventes reviennent lentement. Autre indicateur, les résultats décevants d'un impôt sur les plus riches imposé il y a plus de 5 ans. Nous n'avons pas collecté autant que nous le pensions, n'est-ce pas? Et le nombre de personnes dans cette tranche d'imposition n'a pas tellement évolué, même avec le type d'inflation que nous connaissons. Donc cela vous dit que quelque chose se passe vraiment dans cette catégorie supérieure. New World Wealth, une entreprise sud-africaine de renseignement sur la fortune, a publié un rapport au début de l'année sur la migration de personnes fortunées valant plus d'1 million de dollars. Les chercheurs affirment que si le flux sortant peut être observé dans d'autres marchés émergents, il constitue une préoccupation pour l'économie sud-africaine. Je pense que s'il s'agit d'un entrepreneur, par exemple, ou de quelqu'un qui cherche à créer une grande entreprise ou à se développer, ou à développer une entreprise et qui déménage, alors c'est évidemment un problème. Je pense que les personnes fortunées sont souvent les premières à déménager, car elles ont les moyens de le faire. Mais en même temps, la classe moyenne va le plus souvent suivre. La perte potentielle de recettes fiscales est préoccupante alors que le pays explore la création d'une allocation de revenus de base pour soutenir davantage de personnes à revenus faibles ou moyens. Environ la moitié de quelques 60 millions de Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté. Parlons à présent des écoles. Elles ont rouvert au Soudan, mais de nombreux élèves sont contraints d'abandonner les cours du fait des difficultés financières des familles liées à la flambée des prix. Le risque de déscolarisation, j'y parviens, s'accentue donc dans ce pays en proie à l'instabilité politique, aux sécheresses, à la faim et aux conflits. Et la situation devient intenable pour les parents d'enfants. Plus de précisions avec Dili Diko. C'est la rentrée scolaire, mais Zahra Hussein, 9 ans, s'occupe des tâches ménagères dans son petit village d'Ed Moussa, dans l'état oriental de Kassala. Comme des millions d'enfants soudanais, elle a dû quitter l'école car ses parents ne pouvaient pas payer ses frais de scolarité. Dans les régions rurales, nous avons des familles composées de 3, 6 ou 9 personnes. Un père ne peut pas supporter financièrement tout cela et les écoles sont loin. Le père, s'il a 5 enfants, doit fournir un petit déjeuner, des cahiers et toutes les fournitures. Il ne peut pas se le permettre. En conséquence, certains enfants décrochent du système scolaire, ce qui allège la charge du père parce que les enfants sont disponibles pour l'aider. La principale raison de l'abandon scolaire est l'extrême pauvreté dans les zones rurales. Je tiens à souligner que la fourniture de repas scolaires a contribué à leur stabilité. Dans le village voisin, à Ouad Sharifai, les cantines scolaires ont fermé il y a 2 ans, alors qu'elles assuraient souvent l'unique repas des enfants dans la journée. Depuis lors, Othman Aboubakr, un père de famille, a dû déscolariser 7 de ses 9 enfants. Tout est une question de conditions de vie. Si nous les laissions tous aller à l'école, alors que nous avons une grande famille, je ne pourrais pas subvenir aux besoins de la famille. Au Soudan, 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école.
particulièrement dans les zones rurales où vivent près des 2/3 des 45 millions d'habitants. À 43 ans, Ohaj Suleiman voudrait que tous ses enfants soient scolarisés. Les mettre au travail n'est pas bon. Pour l'avenir, rien ne vaut l'éducation, mais on est obligé de les faire travailler pour pouvoir au moins leur apporter de la nourriture au quotidien. Mais si nous pouvons nous permettre de leur donner une éducation, nous le ferons toujours. La crise économique, l'instabilité politique, les conflits ethniques récurrents, de même que la famine et les fermetures prolongées des écoles, du fait de la pandémie de Covid-19, n'ont fait qu'aggraver la situation. Les pluies diluviennes ont endommagé cet été quelques 600 établissements scolaires. Mais Setana Awad, une enseignante d'Aide Moussa, espère que cette rentrée sera différente. Nous espérons qu'il n'y aura pas de grève afin que nous puissions continuer à dispenser des cours. Espérons que ce sera une bonne année scolaire. Le Soudan, qui compte 12,4 millions d'élèves, arrive à la 2e place des pays dont le système scolaire est le plus fragile. Les filles soudanaises sont encore plus vulnérables face à la déscolarisation. Et selon l'ONG Save the Children, à 10 ans, 7 enfants soudanais sur 10 sont incapables de lire et de comprendre une phrase simple. L'urgence se fait donc sentir. La vigilance, voilà qui pousse de plus en plus les gens à installer des sonnettes vidéo et des caméras de surveillance dans et autour de leur maison pour se protéger contre les intrus indésirables. Alors que de nombreux consommateurs estiment que ces appareils offrent une certaine tranquillité d'esprit, certains observateurs craignent que les images capturées ne soient préjudiciables aux personnes qui apparaissent. C'est un reportage de Julie Tabo avec le récit d'Abdourahmane Dia. Plus tôt cette année, Kennedy Nash, 6 ans, vidait la poubelle devant chez elle lorsqu'un inconnu l'a attrapée et a essayé de l'enlever. Elle a réussi à se libérer. Elle arrive dans la maison en courant et en criant. Alors je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a dit quelqu'un a essayé de m'enlever, quelqu'un a essayé de me kidnapper. L'incident a été enregistré par la caméra vidéo de la sonnette de la famille qu'ils ont fournie à la police comme preuve, ce qui a aidé à faire condamner l'homme. Je suis tellement reconnaissante envers Ring. En gros, c'était le témoin. Si nous n'avions pas eu de vidéo de cet incident, pensez-vous que quelqu'un nous aurait cru? Les sonnettes vidéo sont devenues populaires aux États-Unis. Les appareils enregistrent non seulement les crimes, mais jouent également un rôle clé dans leur dissuasion. Certaines caméras de détection de mouvement peuvent allumer des projecteurs et envoyer une notification au propriétaire qui peut activer une sirène. Ils peuvent également activer des avertissements qui informent les intrus qu'ils sont enregistrés. Et certains appareils permettent aux consommateurs de parler aux intrus en temps réel depuis leur téléphone portable, même loin de chez eux. Notre objectif est vraiment de rendre les quartiers plus sûrs. Que vous soyez réellement à la maison, que vous ne soyez pas à la maison, cela vous donne le confort et la tranquillité d'esprit que vous avez un système qui aide à protéger votre famille. Mais alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les appareils de surveillance, certains observateurs préviennent que la technologie et la publication des vidéos de personnes sur Internet peuvent perpétuer les stéréotypes raciaux. Cela fait ressortir ces hypothèses historiques qui suggèrent que je ne m'attends pas à ce que vous soyez chez moi à 2 heures du matin, mais vraiment, je ne m'attends pas non plus à ce que vous soyez chez moi à 10 heures. Et donc, je vais donner l'alerte et j'ai l'impression que tu ne ressembles pas au voisin normal que j'ai. Mais alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les appareils de surveillance, certains observateurs préviennent que la technologie et la publication des vidéos de personnes sur Internet peuvent perpétuer les stéréotypes raciaux. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.